Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Patrick Sabatier. Bonjour tous les Patrick deux. Sabatier. Bonjour tous les deux. Bonjour à tous. Ravi vous de êtes vous. une icône, une légende. Ravi de vous retrouver, de vous voir, de vous toucher. Touchez-moi, mais touchez-moi. Valérie, je vous en prie. Vous venez pour nous parler d'un roman formidable. J'en reparlerai dans le coup de cœur des libraires. Ça s'appelle La Lettre. C'est paru aux Et tous les éditions dimanches maintenant. du Rocher. Oui, pour nos le auditeurs. coup de cœur des libraires, c'est à 13h30 et on sera avec Gérard Collard dimanche et je reparlerai de ce roman. Franchement, j'ai été scotché par ce livre, par ce roman. On va en reparler avec vous. Patrick, déjà, vous allez bien? Parce qu'on vous... Plutôt pas mal. Oui. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Enfin, moi, je vous suis assez régulièrement. Mais non, plutôt pas mal. Là, je me consacre complètement à accompagner ce roman parce que c'était pas mon métier au départ, et donc il m'a fallu beaucoup de temps pour le faire. Je me faisais corriger pour la bonne cause en me disant tiens, vaut mieux faire ceci, vaut mieux faire cela. Et comme je suis très scolaire, il a fallu presque 18 mois pour que ce roman sorte. Ouais. Et je suis heureux de le voir maintenant parce que c'est aussi un petit hommage à ma mère, évidemment. C'est un roman qui est très très autobiographique. Ça parle aussi d'un animateur de télévision qui a des concepts très originaux et à succès. Et c'est nécessaire, parce que je me suis posé la question, je me dis pourquoi il est là. Et on va comprendre pourquoi en lisant le livre qui est très prenant. Mais on va en reparler dans un instant, parce qu'avant, il y a la question de Gilles et son zapping. Et la question du jour, alors on vient juste de mettre en ligne, j'ai pas encore le résultat, puisqu'on vient de la mettre, on n'a qu'une trentaine de votes. C'est regrettez-vous les émissions Feel Good de Patrick Sabatier? Parce que c'est vrai que toutes vos émissions étaient Feel Good, de la bonne humeur, que ce soit les retrouvailles ou Porte-bonheur, ou la vie de recherche. Tout compte fait, celles et ceux qui liront le roman pourront se dire mais qu'il y a une raison à tout. Mais moi, je ne savais pas l'intrigue du roman avant, quand je créais ces émissions. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'avoir des émissions chaleureuses, bienveillantes. Et d'ailleurs, je crois que ça revient un petit peu à la mode, la bienveillance, après une forme d'agressivité pour faire du buzz. Et ces émissions, j'ai pris un plaisir non seulement à les imaginer, je ne savais pas qu'elles allaient rencontrer le public à ce niveau-là, et puis aussi à les animer, parce que aujourd'hui, quand je croise beaucoup de personnalités qui y ont participé, elles sont heureuses. On a des souvenirs en commun, on a un patrimoine commun. Outre le fait de faire des émissions, on a un patrimoine d'amitié que l'on partage. Il y a des amitiés, que vous avez gardées. Oui, beaucoup. Parce que vous évoquez beaucoup de gens, parce que vous avez eu la chance. Votre vie est un roman, on pourrait le... C'est ce que m'a dit ma femme, parce que je ne voulais pas écrire cette histoire au départ. Je trouvais que c'était presque impudique et je prenais de la distance, mais quand elle m'a dit que c'était un roman qu'il fallait faire, parce que ma vie était un roman, que j'aurais jamais dû avoir cette vie-là, je me suis dit que si jamais je mets des noms sur les personnages, je prendrai la distance nécessaire pour pouvoir en parler, et le courage aussi d'en parler. Oui, on va y revenir. C'est la découverte d'un demi-frère pour nos auditeurs. C'est un secret de famille. C'est un secret de famille. Faut le raconter, faut pas spoiler, parce que, comme on dit, ou divulgacher, parce que je trouve que ça fait partie du charme du roman, de vous emmener, et vous ne savez pas très bien où vous allez. On peut dire que c'est l'histoire d'un secret de famille. Oui, mais c'est même pas tant la découverte, Guillaume, d'un demi-frère. C'est la façon dont les choses se sont passées. Parce que on découvre sur le tard des enfants, ça arrive dans beaucoup de familles, vraiment dans de très nombreuses familles. Mais la façon dont les choses se passent dans le roman, ça reste quand même quelque chose d'incroyable. Absolument incroyable. Alors Gilles, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Patrick, Valérie, évidemment, celui qui a fait la une des médias, c'est Vladimir Poutine, et toutes les chaînes se sont livrées à des débats sans fin hier, toute la journée sur le nucléaire. Alors, il bluffe ou il bluffe pas ? Alors faut-il prendre Vladimir Poutine au sérieux? C'est la question qui se pose après chacune de ses déclarations. C'est le signe qu'il est en difficulté, parce que c'est pas la peine d'être aussi menaçant lorsqu'on triomphe. Est-ce que Vladimir Poutine, malgré ses déclarations, n'est pas en train de mettre un genou à terre? Aujourd'hui, c'est un peu un aveu d'échec. Ça donne plutôt l'impression de ce surenchérissement avant le glas. C'est comme quand on dit je vais pas vous mentir, c'est qu'on va vous mentir. Quand on vous dit c'est pas du bluff, en général c'est du bluff. Ça vous gêne, tous ces gens qui savent tout et qui savent rien, des chaînes info, ou pas du tout? Là, on est même au-delà de tout ça. Enfin, on est quand même au bord peut-être d'une guerre. Donc là, le commentaire, c'est pas celui-ci. On peut avoir peur, tout simplement. Vous les avez peur? Bien sûr.
Oui. On a peur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Enfin, le monde n'est pas sûr. Le monde est vraiment au bord, peut-être. Et heureusement qu'on n'en a pas totalement conscience, car l'inconscience, c'est aussi un peu l'espoir que ça s'arrange. Mais c'est très, très grave. Ouais. Une analyse comme une autre, celle du spécialiste militaire Pierre Servant, toujours dans Quotidien. L'extrait que vous avez entendu était extrait de Quotidien, qui a expliqué quelle opinion Vladimir Poutine avait des femmes et la construction qu'il avait d'être un mâle puissant. Poutine a baigné dans ce concept des vrais hommes. Et dès sa prise de pouvoir, il y a 22 ans, il a cherché à incarner cette dimension-là pour proposer à son peuple la virilité, la protection, le fait qu'il était capable d'aller buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes, c'est une de ses formules. Donc vous avez tout à fait ce concept qui va de pair avec des appels au viol. Vladimir Poutine a cité une strophe d'une chanson à boire militaire qui dit que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ma jolie, ou que cela te plaise ou que cela ne te plaise pas, ma jolie, tu devras t'y faire. Et tous les spécialistes de la Russie savent que c'est une strophe qui est un appel au viol. Et Zelensky l'avait parfaitement compris en répondant à Poutine « Je ne serai pas ta jolie ». Et le thème du viol, il en a été aussi question hier sur France 5 dans la grande librairie qui recevait Hélène Devin, qui est journaliste, qui décrit dans son livre Impunité les assauts sexuels de Patrick Poivre d'Arvor. Et elle a surtout expliqué hier la difficulté de parler, de s'exposer. Pourquoi c'est si difficile en fait de dire publiquement et en son nom moi aussi? C'est très difficile parce que immédiatement arrive ce que j'appelle les papiers peints de contes de fées, que vous faites ça pour faire parler de vous, que vous cherchez la lumière, et puis votre vie est jugée de A à Z. C'est-à-dire que on donne à la société la permission de nous juger. C'est comme si la société acceptait qu'il y a des vérités qui sont dangereuses. Raconter une agression sexuelle ou un viol, c'est une vérité dangereuse. Vous l'avez connu, Patrick Poivre d'Arvor ? Vous savez, Patrick Poivre d'Arvor et moi, nous habitons la même rue, nous sommes voisins. Donc, je connais très bien Patrick, mais je ne savais pas ce côté de sa personnalité. Et quand vous entendez ces témoignages, vous vous dites que c'était une autre époque que c'était... Non, c'est pas une autre époque. C'est plutôt question d'une personnalité qui peut-être... qui même certainement a agi d'une façon qui n'est pas acceptable. Autre témoignage fort hier, celui du chef Yannick Aleno, qui, vous savez, a perdu son fils renversé par un chauffard récidiviste. Tué par un chauffard. J'ai dit renversé, oui, tué par un chauffard récidiviste. Renversé et tué, oui. Renversé et tué, il s'est confié hier sur l'après-accident, c'était dans cet avou. Je crois qu'il aurait voulu qu'on porte ça très haut. Je suis désolé, hein, mais voilà, c'est terrible, quoi. Le néant après l'accident, si on peut parler d'accident d'ailleurs, est terrible. Je veux dire, moi j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, d'inhumanisation en fait du parcours de l'institut médico-légal où on voit votre enfant derrière une vitre. Le soir, on est allé, ils nous ont conduits à l'Hôtel Dieu dans une pièce assez glauque d'ailleurs. On nous a tendu un petit papier avec un numéro de téléphone pour aller, si on le souhaitait, consulter un psychologue. Et il raconte son histoire, je vous conseille d'aller voir le replay de Surtout, il a lancé une association pour venir en aide aux parents qui se retrouveraient dans la même situation, qui vise à accompagner après le deuil, après la mort d'un enfant qui est évidemment un événement épouvantable et ce qui peut arriver de pire à des parents. Vous savez que je finis toujours mon zapping avec de la musique que vous aimez plutôt, des fois vous n'aimez jamais. Là, vous allez aimer, c'est Benjamin Biolay. Vous aimez Benjamin Biolay? Il était en live dans cet avou. Ça ne m'étonne pas que vous l'aimiez parce qu'il a chanté son nouveau titre, En l'amour. Non, il a chanté faux. Écoutez. Même si c'est pour tout mettre au débarras, mais rends l'amour que je t'avais prêté, reprendre ses volets. Je t'ai jamais rien donné. Bah non, c'est pas faux. Oh, mais je savais que vous le défendriez. Je vous connais par cœur, Valérie. Je vous connais par cœur. Où c'est faux, Gilles? Ça sonne faux. Même le réalisateur était d'accord avec moi. Non, quel réalisateur? De notre émission. Oui. Non, ça sonne pas faux du tout. Je ne suis pas d'accord. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec Patrick Sabatier pour un roman que je vous conseille, La Lettre, paru aux éditions du Rocher.
jour. L'invité du jour, c'est Patrick Sabatier, l'écrivain, parce que c'est un livre d'écrivain que vous publiez, La Lettre, aux éditions du Rocher. Un livre, vous nous avez dit que vous aviez mis du temps à écrire. Ça parle... est-ce que c'est autobiographique totalement? Non, c'est vraiment inspiré d'un secret de famille et surtout de la façon dont il a été dévoilé, dont je l'ai connu, et la façon dont je l'ai appréhendé. Mais c'est surtout un livre aussi qui veut dire que, de par mon métier, là, je suis Paul Saran dans le livre. C'est vrai que Paul Saran et moi, on se ressemble beaucoup. Et même tous les personnages dont je parle, évidemment, je les ai connus. Alors, sauf évidemment ceux que je n'ai pas pu connaître parce qu'ils n'étaient plus de ce monde. Évidemment, quand je dis roman, parce que quand je parle de cette fameuse nuit du 10 novembre 1924 où Emma naît, et c'est terrible quand même. Moi, je connais très bien Rome, et je suis allé me poster devant cet hôpital où ma mère est née, où ma grand-mère est morte en la mettant au monde. Et alors évidemment, personne ne m'en a parlé, mais les faits sont là, et j'ai imaginé comment ça a pu se passer. Ça, c'est romanesque. Ça, c'est forcément romanesque. Évidemment, malheureusement, il y avait pas de témoins, mais je trouve ça terrible. Mais à partir de là, tout ce que j'ai raconté dans l'imagination est très probable. C'est quand je dis au début du livre la sincérité de la mémoire, phrase de Pagnol, est plus importante que l'authenticité des faits. Ça veut vraiment dire qu'à un moment donné, ce que moi j'ai ressenti par rapport à ce qu'on me disait, c'est ce que j'ai écrit. Comment ce secret a une influence sur votre vie de maintenant? Elle en a eu c'est ce qu'on découvre dans le livre. Elle en a eu sur toutes les émissions que vous avez faites. Se retrouver. Le jeu de la vérité, tout savoir, sans le savoir d'ailleurs, sans savoir. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un besoin, pardonnez-moi, j'ai toujours eu un besoin d'aller au fond, d'être d'entourer, sans savoir que... Mais peut-être, ce livre dit aussi une chose. Je me suis permis, comme Valérie, comme vous, Guillaume, d'interviewer beaucoup de gens, d'interviewer beaucoup de gens et de leur poser souvent des questions indiscrètes, très rapidement, et d'une façon presque un peu culottée. C'est notre métier de journaliste. Et la personne que je n'ai pas interviewée, c'est Emma. C'est votre mère. Parce que peut-être que je n'avais pas envie de tout savoir. Mais elle vous parlait, vos parents vous parlaient de leur rencontre. Très peu. Vous saviez que votre mère avait été mariée précédemment, oui, bien sûr. Vous le saviez. Bien sûr. Ce qui est intéressant, donc, on traverse aussi une histoire de cette Italie, la montée du fascisme. La montée du fascisme, de la guerre, de l'après-guerre. Ce sont ces réfugiés italiens aussi, tous ces gens qui arrivent en France. De cette femme qui a une volonté de s'intégrer dans la société française et surtout de ne pas se faire remarquer. Moi, j'ai été élevé là-dedans. J'ai été élevé dans « travail ne te fait pas remarquer ». Vous imaginez, quand à 14 ans, j'ai dit « je veux être animateur ». Parce que votre père était marchand de primeurs. Faisait le marché. Faisait le marché. Il vous déposait à RTL, ce que vous racontez, parce que c'était votre passion. J'étais dans la rue Bayard à l'époque. RTL était rue Bayard à Paris. Puis je regardais les écrans de télévision qui filmaient les animateurs, et notamment Maurice Favière, qui faisait l'émission du petit matin. Et comme c'est comme E.T., maison, moi je voulais faire métier. Et puis voilà, et puis quel inconscient j'ai eu. Avec le recul, quelle inconscience. Et ce qui m'a frappé aussi dans le livre et sur les passages qui vous concernent vous, parce que je pense que l'histoire de votre mère, l'histoire qu'on va découvrir, il faut laisser aux auditeurs s'ils ont envie de passer ce moment avec vous. Mais c'est le doute qui vous habite en tant qu'animateur face à des stars, une sorte de vertige à chaque fois où vous vous dites j'en reviens pas d'être avec Aznavour, j'en reviens pas d'aller chez Johnny, Bardot, mais c'est pas possible, je suis sur son lit. C'est qu'est-ce que je fais là? Oui, qu'est-ce que je fais là? D'où je viens, qu'est-ce que je fais là? Et surtout, Paul Saran, et alors là, j'ai vraiment pris de Paul Saran tout ce que moi je pouvais avoir dans la tête, reste à ta place. Reste à ta place. Parce que je savais que les stars pouvaient vivre sans moi, mais moi je ne pouvais pas vivre sans elles. Vous restez des amis stars ou pas? Oui, beaucoup. Et notamment grâce à l'émission La Vue de Recherche, et notamment grâce à l'émission Le Jeu de la Vérité. Je n'ai jamais trahi quelqu'un qui est venu devant une caméra de mes émissions ou un micro de radio. Est-ce que vous vous souvenez qu'une fois vous avez été en retard pour un direct? Oui. Vous savez qui vous a remplacé? Oui. Côté porte-bonheur, Daniel Balavoine à votre place. 1986.
Bougez pas, partez pas, reste là. C'est quelle caméra? C'est là. Attendez, parce que présentateur, c'est pas pareil. Hein. Attends, il faut que je fasse le sourire d'abord. Je veux pas vous gâcher la soirée parce que Patrick, lui, les sourires, ça y va. Alors, je vais essayer de le faire comme lui, mais moi, j'arrive pas à parler en souriant. C'est vachement... Alors maintenant, il faut que je présente une autre séquence parce qu'il est prisonnier des embouteillages, notre ami Sabatier, on dirait. Incroyable extrait, hein. Et vous arriviez au dernier moment comme ça? Et alors, c'est la dernière émission de télévision que Daniel a faite, malheureusement. Non, j'avais commencé l'émission en direct, hein, mais je l'avais commencé à l'extérieur et je devais rejoindre les studios des Buttes-Chaumont. Et pour aller plus vite, on m'avait mis dans une ambulance. Sauf que ce jour-là, il y avait un embouteillage monstre et malgré les motards et malgré le klaxon de l'ambulance, on n'avançait pas et on était pris dans les embouteillages. Donc, Balavoine a été l'animateur de télévision. Est-ce que les artistes étaient plus authentiques à votre époque que maintenant où ils sont très marketés? Non, pas du tout, je suis pas d'accord avec vous. Guy? Gilles. Non, mais comme je l'ai fait exprès. J'ai fait Guillaume, voilà. Alors, Gilbert, non, pas du tout. Je trouve qu'aujourd'hui, si on sait les interviewer, si on sait se conduire vraiment vis-à-vis d'eux, ils se conduisent vraiment vis-à-vis de vous. Ardisson dit qu'il a plus d'invités qu'il aurait envie d'interviewer aujourd'hui. Il n'y a plus les stars de l'époque, il n'y a plus... Alors, moi, je suis très content de rencontrer... parliez de Benjamin Biolay, il n'existait pas à mon époque et je suis très heureux de rencontrer Benjamin Biolay. Je crois qu'il faut vivre avec son époque. Lena Situation, moi, j'adore. Tu sais qui c'est? Oui, je sais qui c'est, bien sûr. Bah oui, je sais pas, c'est une Instagrammeuse. Il s'est passé un truc entre vous et Brigitte Bardot ou pas? Non, il s'est rien passé, mais franchement, c'est dans la rencontre que vous racontez. Non. On se pose la question. Vous nous le diriez peut-être pas ce matin sur Sud Radio à 10h22. Non, mais je peux le dire vraiment déjà. Si jamais Brigitte Bardot écoute l'émission, si jamais on lui rapporte, non, j'ai été surpris de sa gentillesse et de sa chaleur vis-à-vis de moi. Elle était vraiment, enfin, c'était tellement simple de parler avec elle en même temps. Je prenais conscience que c'est une star, enfin c'est une bombe. Bien sûr. Et je suis là. Et elle vous emmène dans sa chambre quand même. Hein. Non, elle me fait visiter sa maison. Et c'est vrai que j'ai un culot incroyable, une inconscience totale, car je fais c'est là, en regardant son lit. Elle me dit mais quoi? Je dis c'est là. Elle me dit quoi? Genre. Et puis elle sourit. Donc à un moment donné, on est tous les deux. Elle sourit, mais évidemment que s'il y a aucune invitation de sa part. Mais moi, je dis, mais je me trouve dans la chambre de Brigitte Bardot. Enfin, c'est quand même incroyable. Non, j'ai beaucoup de respect pour elle. Et j'en profite en 2 mots pour tous ses engagements et son courage. Bien sûr. Pour Stéphane tous ses engagements. Ne parlez pas de ses engagements politiques. Voilà. Mon cher. Non, attendez, je cherche un prénom qui commence par un G encore. Stéphane dit quelle émission est celle qui est le plus chère à votre cœur et un invité qui vous a le plus marqué? Avis de recherche, c'est l'émission que j'ai adoré imaginer. Pourquoi elle ne reprend pas? Il y a eu l'expérience C8. Vous avez été trahi ou pas par C8 sur cette histoire? Non, on n'avait pas les moyens de faire l'émission que je souhaitais faire. Ça demande beaucoup de moyens. Moi, pour faire ce genre d'émission, il faut vraiment beaucoup de moyens. Et C8 vous ne le saviez pas au départ? Non. Vous vous en êtes rendu compte en le faisant? Oui, c'est-à-dire que quand on en a fait 3, on en a fait 3 avec Matt Pokora, avec Dubosc et avec Hanouna. Au bout de la 3e, à un moment donné, j'ai dit il faut qu'on améliore le produit. Enfin, ça correspond pas à ce que j'ai dans la tête. Et moi, j'étais habitué à imaginer des choses et à les concrétiser. Et puis là, on a discuté. Et puis je voyais que d'une part, la programmation pouvait être fluctuante parce que c'était pas forcément tel jour à telle heure. Et moi, je pense que la télévision doit être faite de régularité, de rendez-vous. Et puis d'autre part, j'ai dit oui, mais je pourrais pas. On m'a parlé d'argent et j'ai dit mais je peux pas faire l'émission de Je rêve avec ce budget-là. Alors je préfère arrêter. Et franchement, les 3 émissions qu'on a faites étaient plutôt dignes. Oui, je suis d'accord. C'est ça qui compte. Excuse-moi, tout ce qui doit être fait à l'antenne, tout ce que j'ai mis à l'antenne, je ne le regrette pas. C'est digne et c'est des produits qui sont bien faits. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est un bon producteur, Cyril Hanouna? C'est moi qui produisais. Ah, c'est vous, je croyais que c'était Cyril. Oui, c'est lui, parce que tout ce qui est sur C8, évidemment, avec son équipe, mais il m'a laissé d'ailleurs très gentiment conduire l'émission. Et j'en prends, et j'assume la responsabilité de ça. Non, Cyril, il m'a dit, bon, allez, vas-y, fais-le, avec les moyens du bord, évidemment. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'écrire ce livre, La lettre, à ce moment-là de votre vie?
j'avais le temps. Ouais. Je me donnais le temps et je me disais que, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je le fasse. Ouais. Et à un moment donné, on dit, je le fais. Et ça a eu un effet quelconque, enfin cathartique, je ne sais pas, quelconque sur vous? Non, parce que j'étais pas emprisonné par le secret, moi. J'étais emprisonné... je pense que mes parents l'ont été. Oui. Je pense que... Je regrette d'ailleurs. Je regrette tellement qu'ils n'aient pas... qu'ils étaient gênés par ça. Oui, c'est ça. Ma mère s'est sentie toute la vie, Emma dans le livre, à avoir honte. Oui, mais elle n'aurait pas dû. Enfin, elle était victime. Elle était victime. Elle a été victime d'un salaud. Enfin, franchement, d'un salaud. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà. Quand le téléfilm sur TF1 de La Lettre? Ah, ce serait formidable. Écoutez, il y a plusieurs personnes là qui déjà en ont l'idée, mais c'est une bonne question. Gilles. Oui. On y arrive. Évidemment, c'est un clin d'œil. Stéphane dit, est-ce que Bruel et sa chanson Rendez-vous dans 10 ans a été un beau cadeau caché? Vous le racontez dans le livre. Hein. Absolument, je le raconte. Ouais. Comme je raconte aussi des choses avec Deloncle qui a une parole incroyable. Comme je raconte Fechner qui m'amène comme un cadeau toute l'équipe du film Papy fait de la résistance. Comme je raconte Hallyday qui à un moment donné, entre le Hallyday public et le Hallyday privé, seul comme ça, enfin toutes ces personnalités que j'ai rencontrées. Delon, c'était génial parce que je peux le raconter rapidement. Vous lui donnez, vous l'invitez, il accepte. C'est 6 mois après, vous n'avez pas de nouvelles, vous êtes super inquiet. Vous envoyez message et tout, et vous dites mais quoi, l'émission est annulée? J'ai dit 11h30 à la gare le 26 novembre. Point. Donc faudra réécrire un autre livre. Mais en tout cas, celui-ci est très puissant et très intime, très digne, très pudique. Et, à la fin du livre d'ailleurs, Paul Saran dit à Emma, sa mère, mais t'aurais dû parler, mais c'est incroyable cette histoire. Et c'est là que Paul Saran décide, et ça s'est passé comme ça. Ouais. Ça, c'est un pilier de vérité. Et ça s'est passé comme ça. Paul Saran décide de se mettre à la table de travail et d'écrire l'histoire qu'elle n'a pas osé raconter. Très, très, très beau livre. La Lettre, c'est aux éditions du Rocher. Merci Patrick Sabatier d'avoir été avec nous ce matin. Christophe de Chavannes. Voilà, merci on a une semaine très forte. Voilà.